Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. La dengue est confirmée au Mali. Cette maladie donne de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires. La riposte se met en place. Environnement avec Agibou Koulibaly, il nous montre la piste vers une agriculture durable adaptée au changement climatique. Sport avec Aridou Matina, l'actualité sportive sévit chez nous et dans le monde. Elle est diverse avec du basketball et du football. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre a reçu successivement en audience les membres du groupement des amis de l'Institut national des arts et du patrimoine du Mali et ceux du bureau de l'Union des radios et télévisions libres URTEL. Les premiers sont venus évoquer la situation du patrimoine de l'INA en péril, alors que les seconds ont présenté leur nouveau bureau mis en place à l'issue de leur assemblée élective. Les comptes rendus de Alousseni Touré. Le nouveau bureau de l'Union des radios et télévisions libres du Mali est présidé par Mamoudou Bokoum. Il a, au cours de l'audience, présenté le nouveau bureau et en a profité pour évoquer quelques préoccupations. Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL. Un bureau de 7 membres qui a en sa charge 451 radios à travers tout le territoire du Mali. Nous sommes venus également pour réitérer notre engagement et notre disponibilité à accompagner le gouvernement malien pour vraiment relever les défis de l'heure. Les préoccupations sont entre autres d'abord l'aide à la presse, ensuite par rapport aux redevances de la HAC, on a demandé un moratoire qu'il plaide auprès du président de la HAC pour que les radios qui sont au même moment dans la crise que le pays d'ailleurs, qui sont dans des difficultés aujourd'hui, que la HAC nous accepte vraiment ce moratoire afin de permettre à nos radios membres d'éponger leurs dettes. C'est une loi malienne qui doit être respecté, c'est vrai, mais vu la situation du moment, vraiment nous sollicitons l'indulgence de la haute autorité et l'accompagnement du Premier ministre. Les amis de l'Institut national des arts, comme ils se font appeler, ont souhaité entretenir le Premier ministre sur les menaces qui pèsent sur ce patrimoine qu'est l'INA. Mahamadou Niaré, porte-parole du groupement des amis de l'INA. À un moment donné, on nous a fait savoir que l'INA ne sera plus vendue, que le monsieur en question a reçu la totalité de son argent. Donc partant de cela, on a considéré que ça a été en fait un principe d'endormissement de l'opinion nationale. Subitement, nous avons constaté que le monsieur en question n'a pas laissé l'INA. On a constaté que ces directeurs-là, ils sont en train de fabriquer des étagères métalliques, des armoires métalliques qui sont en train d'amener de l'autre côté. Soit disant qu'à la rentrée prochaine, les premières années qui vont rentrer à l'INA vont commencer directement leur cursus là-bas. Le chef du gouvernement a affirmé connaître le dossier sur lequel aucune ambiguïté n'existe au niveau du gouvernement. Dr Shogel Kokalamega, Premier ministre. L'INA n'est pas vendu, l'INA ne sera pas vendu, l'INA reste le patrimoine national. Toutefois, le Premier ministre a souhaité que les dossiers sectoriels soient adressés au ministre de tutelle. Aussi, le ministre en charge de la culture se chargera d'en discuter avec les acteurs pour une meilleure compréhension des dispositions prises. Réapparition de la dengue au Mali. Avec 12 cas confirmés mais 0 décès à ce jour, le mal est dans nos murs. La maladie se manifeste par la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires. Le ministère de la Santé et du Développement social, avec ses partenaires, organise la riposte afin d'éviter toute aggravation de la situation. Mariam Kone. La dengue est une maladie virale causée par la piqûre des moustiques qui se reconnaît par sa couleur noire et blanche. Avec un premier cas enregistré le 9 septembre dans notre pays, les services de santé dénombrent à ce jour 65 cas suspects, dont 12 confirmés.
Les cas relevés concernent les régions de Mopti, Koulikoro et le district de Bamako. Cependant, pas d'inquiétude à ce stade, selon les services de santé qui se disent à pied d'œuvre pour stopper cette maladie dangereuse. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Dieu merci, jusque-là, c'est des cas simples qu'on a en tout cas diagnostiqués, qui sont pris en charge. Dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos ménages, c'est de surveiller, c'est de voir et de constater tout phénomène, bien entendu, qui n'est pas naturel, tout phénomène particulier et de déclarer, bien entendu, aux agents de santé. Cela nous permet d'être prompts et d'avoir, bien entendu, des réactions face, bien entendu, aux maladies. Les autorités de santé misent sur la prévention en invitant la population à adopter les bons gestes. Elles conseillent d'éviter les piqûres de moustiques et d'assainir l'environnement en éliminant les eaux stagnantes et les ordures. Dr Khalifa Keita, directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique. C'est de fréquenter les formations sanitaires les plus proches dès que vous sentez des malaises. Une fièvre, ça veut dire que vous devrez être dans un établissement de santé, que vous ne faites pas l'automédication. 2, que vous prenez en compte les mesures de prévention édictées ici, c'est de se protéger contre les piqûres de moustiques et aussi détruire les gîtes larvaires. Dr Ali Baba Dieng, coordonnateur à l'OMS. La situation est sous contrôle, les équipes d'investigation sont sur place, la surveillance active est là, les équipes de prise en charge sont encore à pied d'œuvre pour fournir le nécessaire pour la prise en charge de tous les cas. Les autorités sanitaires et leurs partenaires invitent les hommes et femmes de médias à jouer tout leur rôle d'information et de sensibilisation de la population pour barrer la route à la maladie. Un numéro vert est disponible pour signaler tout cas suspect. Il s'agit du 36 061. Comment aller vers l'élimination de la filariose lymphatique au Mali? La question est au centre d'une journée de réflexion organisée par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. L'objectif est de mieux outiller sur la prise en charge des conséquences afférentes à cette maladie. Les participants sont des points focaux et les directeurs techniques des centres de santé communautaires et des centres de santé de référence ainsi que les malades de la filariose. Le compte rendu est signé Maïmouna Doumbia. La filariose lymphatique est une maladie qui se transmet par la piqûre de moustiques infectés. Cette maladie est un problème de santé publique à cause des séquelles graves qu'elle provoque, dont l'éléphantiasis et l'hydrocèle. Aujourd'hui, on dénombre plus de 300 cas à travers le pays. Dr Salif Seriba Doumbia, Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. C'est des cas qui vivent cachés dans les villages et qui ne se déclarent pas. Par exemple, par rapport à l'hydrocèle, ça ne devient pas handicapant, les gens ne se déclarent pas. On a essayé de faire une évaluation dans certains districts. On a trouvé qu'on était parti sur un nombre de cas initial de 77. Et lorsqu'on a fouillé, on est parti de fil en aiguille, on a trouvé qu'il y avait plus de 300 cas de lymphédème. C'est pour dire que si on fait le même exercice dans beaucoup de districts, on peut avoir au Mali plus de 1000 cas. Donc ça peut dire que vraiment c'est un phénomène très sérieux. Si les gens ne se déclarent pas, la prise en charge va être compliquée. Pour éliminer la filariose au Mali, les autorités sanitaires ont mis en place un programme national dont les activités sont appuyées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et autres partenaires. La présente formation est l'une des illustrations de ce programme. Dr Mahamadou Traoré, coordinateur national du programme de l'élimination de la filariose lymphatique. Cette situation a nécessité des interventions, comme le traitement de masse que nous avons mené depuis 2007 jusqu'en 2019. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé nous a demandé d'arrêter le traitement de masse eu égard à certaines évaluations et à certains résultats que le Mali a pu avoir. Aujourd'hui, nous voulons une certification de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'élimination du phénomène, à l'élimination de la filariose lymphatique. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'adopter les mêmes mesures de protection contre le paludisme, c'est-à-dire dormir sous une moustiquaire imprégnée et rendre salubre l'environnement
à en croire le docteur Traouri. Koulikoro, tenu hier de l'atelier de renforcement des capacités sur le registre social unifié, les transferts monétaires et sur le mécanisme de coordination des activités de protection sociale. L'objectif est d'échanger sur ces questions avec les acteurs venus des régions de Dioïla, Koulikoro, Ségou, Nara et du district de Bamako. La rencontre est organisée par la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire, Ousmane Koïta. Cette session est initiée par le ministère de l'élevage à travers le programme de développement des ressources animales et aquacoles au Mali PEDIRAM. La formation vise à renforcer les compétences des agents de marché dans les zones de production animale. La session entre dans le cadre du projet volet viande rouge et lait au Sahel occidental au compte du PEDIRAM. Kassim Sidibé, responsable en santé et production animale au PEDIRAM. Nous sommes dans une bande où les maladies parasitaires sont très nombreuses. Il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine sanguine. Il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine gastro-intestinale, il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine externe. Donc tous ces trois types de parasitoses qui affectent les petits ruminants et qui provoquent, n'est-ce pas, la diminution de leur valeur économique et même des mortalités selon le cas, donc seront étudiés, seront exposés, seront l'objet, n'est-ce pas, d'un échange mutuel entre, n'est-ce pas, les éleveurs, entre les producteurs, entre les bouchers et le formateur. La généralité sur les infections parasitaires des petits ruminants, le diagnostic et le contrôle des parasitoses sanguines et gastro-intestinales chez les petits ruminants, ainsi que la stratégie de prévention et de lutte contre les infections parasitaires chez les petits ruminants seront au menu de ces 5 jours de formation. Pour les bénéficiaires, les formations du PEDIRAM ont été très bénéfiques pendant les années de sa mise en œuvre dans ces zones d'intervention. Fatima Tamarasuba, bénéficiaire du PEDIRAM. Vraiment, le PEDIRAM nous a beaucoup aidés. Grâce à ses appuis, nous savons faire de l'embauche. Nous avons également maîtrisé les soins des animaux. Le PEDIRAM nous a appris aussi comment faire des prêts bancaires. Dama Doumia, directeur des services vétérinaires de Koulikoro. Une chose est de former, une chose est de l'appliquer sur le terrain. Le PEDIRAM n'est pas venu comme ça. C'est à la suite d'investigations sur le terrain. On a vu que c'est un problème réel sur le terrain. Les informations qu'ils vont apprendre ici, c'est de les appliquer sur le terrain. Prennent part à cette session de formation les agents des cercles de Djema, Kai, Nara, Nyoro du Sahel, Nyuno, Koulikoro et de Yelemani. Koulikoro Sanoukweta Ramassingare pour l'ORTM. C'était donc Koulikoro, mais la rencontre a concerné les parasitoses au lieu du registre social unifié. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a donné hier son accord pour le déploiement des militaires au Niger. Cette décision a été votée à l'unanimité par les membres du CNT. La durée de la mission du contingent militaire est de 3 mois renouvelable. Pour le moment, la date de cette intervention et l'effectif des forces déployées n'ont pas été définis. Selon les ministres de la Défense, il s'agit d'un acte de solidarité envers un pays frère. Le gouvernement avait adopté il y a quelques semaines une loi concernant les mêmes sujets. Au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé hier qu'il sera candidat aux élections présidentielles prochaines. Le gouvernement rwandais avait décidé en mars dernier de synchroniser les élections législatives et présidentielles prévues pour le mois d'août prochain. Le président Paul Kagame est au pouvoir depuis 2003. Ouverture hier de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le thème choisi cette année est rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Pendant une semaine, les participants vont examiner la mise en œuvre de l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable.
13h15 à Bamako, la page sport, c'est parti pour la prestigieuse Ligue européenne des champions, saison 2023-2024. La première journée des matchs de poules s'achève aujourd'hui avec 8 rencontres. Au plan national, l'actualité, c'est le football avec la Supercoupe prévue samedi entre l'AS Real de Bamako et le Stade malien de Bamako. En attendant, le basket bat son plein avec la phase interligue qui se joue à Koulikoro. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Au plan national, l'actualité sportive est assez pauvre en ce moment, mais à Koulikoro, la phase interligue de basketball bat son plein. Initialement prévue ce mercredi, la Supercoupe de football a été reportée finalement et se jouera samedi. Elle oppose l'AS Real, championne en titre, au Stade malien de Bamako, détenteur de Dame Coupe du Mali. Signalons que c'est la Supercoupe qui donne le ton de la nouvelle saison de la Fédération malienne de football. Ligue européenne des champions, suite et fin ce mercredi de la première journée des matchs de poule. Entrent en lice aujourd'hui les groupes A, B, C et D. À 16h45, 2 matchs sont prévus. Galatasaray d'Istanbul affronte le FC Copenhague et à la même heure, le Real Madrid affronte l'Union Berlin qui participe pour la première fois à la Ligue des champions. Et à 19h, il y aura 6 affiches. Le Bayern Munich sera face à Manchester United. Les Espagnols du FC Séville avec Sergio Ramos de retour jouent contre le Racing Club de Lens. La Real Sociedad sera face à l'Inter Milan, finaliste l'année dernière. Arsenal, après 6 années d'absence, reçoit à l'Emirates Stadium le PSV Eindhoven des Pays-Bas. Le Sporting Braga du Portugal accueille Napoli d'Italie et Benfica Lisbonne jouera contre Salzbourg d'Autriche. C'est hier que le coup d'envoi de la lucrative et prestigieuse compétition européenne des clubs saison 2023-2024 a été donné. L'on a ainsi joué dans les groupes E, F, G et H. Ainsi, dans le groupe E, la Lazio de Rome et l'Atlético Madrid ont fait match nul 1 but partout. L'autre rencontre de ce groupe a vu la victoire de Feyenoord Rotterdam 2-0 face au Celtic d'Écosse. Dans le groupe F, le Paris Saint-Germain a battu le Borussia Dortmund 2-0. Dans ce groupe, le Milan AC et Newcastle ont fait match nul 0 but partout. Groupe G, le tenant du titre, Manchester City a souffert avant de trouver la faille face à l'Étoile Rouge de Belgrade, battu finalement par le score de 3-1. Young Boys Bern s'est incliné à domicile 3-1 devant Leipzig d'Allemagne. Et enfin, groupe H, le FC Barcelone a déroulé face au club belge d'Antwerp, battu 5-0. Et victoire du FC Porto 3-1 contre Shakhtar Donetsk. A noter que 6 joueurs maliens, tous évoluant avec les Aigles, participent à cette Ligue des champions 2023-2024, à savoir Amari Traoré avec la Real Sociedad, Massadio Aïdara avec le Racing Club de Lens, Sikou Niakate avec le Sporting Braga, Amadou Aïdara Doudou avec Leipzig et les attaquants Sekou Kouita et Nene Bitra d'Orgeles avec Red Bull Salzbourg d'Autriche. Chronique de l'environnement. Quelles pratiques agricoles adopter pour sortir du modèle intensif et être résilient au changement climatique? La réponse pourrait être la promotion d'une production agricole durable qui est un moyen de lutte contre la sécheresse et la désertification. La production agricole durable intègre en effet la durabilité environnementale, sociale et économique. Elle permet de sécuriser et de garantir la production. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable et pérenne, saine pour l'environnement et socialement équitable. Pour cela, il y a des facteurs que tout environnementaliste doit maîtriser. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Le premier facteur le plus important pour moi, c'est le facteur sol. En fait, lorsque vous avez les meilleures ressources génétiques, avec l'eau en abondance, si vous n'avez pas de bonne variété, donc un bon matériel génétique, vous ne pouvez pas produire. Donc il faut faire en sorte que le matériel génétique soit performant et qu'il puisse répondre aux apports, donc aux intrants qu'on l'apporte. Donc la performance du matériel génétique est très très importante pour que le sol puisse effectivement contribuer à la production et la productivité. Une production agricole a forcément besoin de l'eau pour la croissance des semis, ce qui nécessite une meilleure gestion des ressources en eau. Parce que l'eau est un facteur limitant au Sahel. Donc il faut faire en sorte que l'utilisation de l'eau soit judicieuse, soit rationnelle. Pour cela, nous avons construit des cuvettes autour de chaque arbre. Et c'est à l'intérieur de ces cuvettes-là que nous arrosons. Nous avons rendu le page systématique à l'intérieur de chaque cuvette pour non seulement réduire
la transpiration, donc pour réduire l'infiltration de l'eau, pour réduire en fait l'évapotranspiration au niveau de chaque arbre. Et ça, c'est la meilleure façon de contrôler effectivement aussi l'érosion et de mieux valoriser même la fertilisation organique qu'on fait. Nous avons édifié aussi une digue en terre tout autour du champ pour qu'aucune goutte de pluie tombant dans le champ ne puisse se disperser à l'intérieur du champ. Ce qui permet non seulement de servir les plantes, mais aussi d'alimenter la nappe phréatique. Notre pays a un climat sahélien. Il est donc nécessaire de préserver la biodiversité en aménageant des pâturages naturels. Il y a le facteur climat. Nous sommes dans un pays où le climat est sahélien. Le Sahel, par définition, est un rivage. C'est un mot arabe. Un rivage entre le sud subsaharien et le nord désertique, qui est saharien. Maintenant, ce Sahel-là, c'est un climat de transition. Un climat de transition, par nature, est un climat instable. Donc, il peut être caractérisé par des déficits ou des exagérations des paramètres climatiques. Par exemple, des poches de sécheresse. La pluviométrie étant un facteur climatique. Et des études ont démontré même que tous les 3 à 5 ans, il y a une sécheresse plus ou moins sévère au niveau du Sahel. Ce facteur climatique, il faut le contrôler. Nous le contrôlons comment? En édifiant des brise-vents, des haies vives très denses autour de la plantation et en y plantant densement. Donc on essaie d'éviter le plus que possible la monoculture, surtout des spéculations annuelles, en essayant d'aller pour l'agroforesterie et surtout l'agriculture de conservation qui consiste même à ne pas labourer. Ici, on fait zéro labour pour pouvoir garder le carbone du sol. Le carbone étant un facteur de croissance extrêmement important pour les plantes. Pour corroborer tout cela, il faut la volonté politique pour la durabilité de nos productions agricoles. Mami Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Comme facteur toujours à contrôler pour une productivité, une bonne production agricole au Sahel, le dernier facteur, c'est le facteur politique. Ce facteur politique est très difficile à contrôler dans la mesure où, en fait, il n'y a pas de fonds de garantie de l'État au niveau des banques pour sécuriser le prêt aux producteurs. Alors que les commerçants accèdent facilement au prêt, les banques pensent que l'agriculture présente beaucoup de risques, surtout que c'est l'agriculture pluviale qui est le type d'agriculture le plus dominant. Donc on ne prête pas aux producteurs agricoles. Cela est une contrainte majeure qu'il faut lever pour que l'agriculture puisse non seulement prospérer, pour que le Mali puisse retrouver la souveraineté alimentaire. C'est possible lorsqu'on se convainc que le changement climatique est là, que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une réalité qui touche tous les aspects de la vie sociale, culturelle, économique et écologique. Merci Agibou Koulibaly et c'est sur c'est là que s'achève cette édition, une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, réalisation Adam Maïga, mise en ligne par Marcel Tessogué, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.